pas d'infos sur ce monsieur, c'est qui? Quel monsieur? Le monsieur qui est mort, je crois, en Guinée, c'est un colonel. Il est mort où? Le monsieur qui est sur ton profil, là, c'est qui, s'il te plaît? Ah, non, non, non. Bagayogo? Non, ça c'est Thomas Sankara. Ah non, Sankara. Ah, ok, parce qu'il y a l'affiche, donc du coup, je ne voyais pas bien. Ok, pardon. Ah, d'accord. Oui, il y a une actualité, je crois, au Niger. Il y a un ex-militaire ou un militaire qui est mort, je ne sais pas trop. Je crois que c'est un président. Je ne me suis pas actualisée sur cette news. Donc, Non, c'est en Guinée, madame. Bonjour tout le monde. bonjour, c'est en Guinée, c'est qui est mort? C'est Toumba. Oh, Là. tu parles de Toumba, celui qui est au Au tribunal. Togo, c'est pas méchant, en fait. Ah, celui qui était au tribunal la dernière fois, c'est lui. Oui, Toumba qui était au Voilà, Togo, là. Ah. Toumba qui était au Togo, qui voulait faire des bêtises. C'est ça? On parle bien de la même personne qui était au Togo? Non, ça n'a rien à voir. Non, Toumba était dans faisait partie des gens qui devaient répondre au tribunal par rapport aux accusations de répression Exactement. pendant le régime de Alpha Condé. Voilà, c'est ça. Pas de Alpha Condé, de l'autre, comment on l'appelait? Comment on l'appelait? Dadis Camara, non? Ouais. Nadis Camara. D'accord. Et c'est quoi les charges qui étaient retenues contre lui? Madame, on est en Afrique, hein. Les charges là, tu vois. Tout le monde a suivi en tout cas les procès en direct. Non, mais moi je demande justement parce que j'ai pas suivi. Ah d'accord, mais non. Il lui a été reproché de tuer des manifestants en fait. Et puis et certains de ses camarades aussi, tu vois. Et du coup, Le il a massacre qui a été. eu en 2009. Il est mort en prison. Il est mort en prison, on va dire ça. D'accord. Kolo. Ok. Lui, Merci. Baga. Bonjour. Bonjour. Ok. Kolo, ce matin, je ne vais pas te décevoir, hein. Mais Kolo, toi-même, tu vois que le combat est très compliqué à mener. Est-ce que, Kolo, je te pose cette question-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se penche sur les enfants de moins de 10 ans, justement, leur donner une nouvelle éducation, une nouvelle mentalité, pour que dans 20 ans, dans 15 ans, nous pouvons sortir dans tous ces marmailles-là. Kolo. Non, mais ce n'est pas une information ou je sais pas, ou une nouvelle que tu nous apportes, Baga. Ça a toujours été ça le but ou l'objectif. On a jamais dit que ce qu'on faisait, c'était pour nous autres. En même temps, l'éducation que vous allez donner aux enfants, là, vous allez les donner de quelle position, dans quel état, avec quel dirigeant? Parce que... D'accord, je vais te répondre. On va commencer à Mais je n'ai construire. pas encore terminé. Détends-toi quand même. Attends, c'est pour ça que je monte plus trop sur je peux les pour le cardio. Donc je disais tantôt que l'éducation là qu'on donne sur les réseaux, si vous vous rendez compte, les jeunes quand ils viennent se connecter là, ils viennent se distraire hein, la plupart du temps. Ils viennent ici pour se distraire, ils ne viennent pas s'actualiser, ils ne viennent pas s'informer. Mais je pense que il faut taper sur les programmes scolaires en Afrique. Si le système d'éducation même dans nos pays. Parce que ce qu'on fait ici, c'est très bien. Ce que Kolo fait très bien, c'est très bien. Mais combien de jeunes sont abonnés à Kolo? Combien de jeunes sont assidus à toutes les informations que Kolo donne ici? Là, ils sont une petite poignée de main. Mais s'il faut toucher la masse, bah là, il faut qu'on touche au système d'éducation dans nos pays. Et pour toucher au système d'éducation dans nos pays, bah, il faut se débarrasser de ces dirigeants-là qui ne veillent pas, qui n'y pensent même pas, parce que de toutes les façons, instruire la jeunesse pour eux, c'est un handicap pour eux, c'est même dangereux pour eux. Parce que si on a une jeunesse instruite, bah, c'est un gros problème pour eux parce qu'ils seront plus exigeants. Pour moi, je pense que il faut vraiment étendre cette question sur un plan plutôt macro. Voilà, j'ai terminé. Merci.
Là, tu as tout répondu. Justement, il faut commencer par l'école d'abord. Sinon, c'est pas sur TikTok. Hein. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Il faut commencer par l'éducation nationale. Et puis, déjà, quand tu dis il faut changer le régime, depuis combien de temps on se bat pour dégager tous ces dictateurs-là en Afrique? Ce n'est pas évident, hein, madame. En fait, quand tu regardes souvent, tu te dis, mais ouais, le combat est très compliqué, quoi. Parfois, tu viens seulement pour te distraire et c'est tout. Baga, j'ai une question pour toi. Hein? J'ai une question pour Ouais. toi. Tu es d'origine malienne, si je ne me trompe pas. Oui, oui, Kolo. Ok. Ça fait 6 ans que le Mali a entamé sa révolution. Nous sommes d'accord? Exact. Ok. À quel niveau se trouve le système d'éducation au Mali, mais à l'heure où nous parlons là? Quels sont les Franchement, moi, quels sont je les te réformes? réponds très clairement, c'est au même niveau, même niveau. Très clairement. Ouais. Très clairement, c'est au même niveau. Non, c'est pas une bonne réponse. Ça. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu de réforme? On n'a pas eu, on a rien changé, on n'a rien touché, on a gardé les mêmes manuels. Je sais pas, Bah oui, pareil, Kolo. Franchement, sur ce plan-là, tu sais, moi, je viens de quitter au Mali il y a quoi? Il y a 1 mois et demi. Hein. Kolo, franchement, non. En matière d'éducation, moi, je trouve que c'est au point mort. Faut pas se blaguer pour l'instant. Parce que tu sais, avec cette guerre-là, il y a eu beaucoup des jeunes enfants qui n'ont pas pu être à l'école. Bon, pour certains d'entre eux-mêmes, ils ne vont plus jamais fréquenter l'école hein, à cause de cette guerre-là. Donc, franchement, pour te répondre, l'éducation, vraiment, il faut revoir l'éducation. Ouais. Il faut revoir l'éducation. Ouais. Donc, tu es en train de me dire, tu es en train de me dire qu'après 6 années de révolution, il n'y a eu aucun progrès dans le système éducatif au Mali et on prétend être en révolution. Mais comment est-ce qu'on va passer, comment je vais appeler ça? C'est quoi l'héritage? Si demain Assimi Goïta n'est plus là, qui prendra la relève? Hein? Et comment est-ce qu'on va s'assurer que les générations futures vont fonctionner sur une base idéologique bien établie? Exactement. Donc, je te réponds très clairement, hein, Kolo. Kolo, tu sais, et le Mali fait face à des multiples défis, hein. Surtout l'insécurité là. Ça nous a beaucoup impacté. Donc l'insécurité empêche qu'on s'éduque. Je vais te répondre. Quand Assimi est arrivé au pouvoir, ça trouvait que le Mali était en retard de plus de 40 ans, 50 ans. Surtout sur plein de secteurs. Donc, ils se sont attaqués d'abord à la défense. Et la défense est très coûteuse en Kolo. Kolo, le chemin est encore long. C'est pour ça que quand tu me dis tu peux aller travailler au Mali et dans l'énergie du Mali et tout ça là, je te répondrai que non, je ne suis pas prêt. Tu sais pourquoi? Bagarre, le système est émotion. Ce que tu vas dire, les paroles que tu veux prononcer maintenant n'auront pas de sens. Parce que si tu dis que tu vas parler travail au Mali parce que le système n'est pas ceci, tu penses que ce sont les qui vont arranger pour que tu viennes travailler. Donc, c'est même pas la peine de continuer, puisque je t'ai déjà dit plusieurs fois que cette raison que tu avances là ne tient pas. Ok, moi, ce que je veux savoir, c'est que soit tu n'es pas bien informé, soit si ce que tu dis est avéré, il y a un problème. Pourquoi? Il y a un problème, pourquoi? Parce que la raison que tu donnes ne peut pas être une raison valable pour qu'il n'y ait, pour dire qu'en 6 ans, rien n'a été fait dans le système éducatif. Pourquoi? Parce que quand on parle de révolution, il y a des priorités. Mais ces priorités-là sont d'abord hiérarchisées. Ça veut dire que si on veut réussir une révolution, il y a d'abord 3 domaines, auxquels on doit s'appuyer
pour réussir la révolution. Tu comprends? Oui, Golo, je t'écoute, hein, mais je vais te couper court. Ferme ton micro. Vas-y, je te laisse finir. Je te laisse Ferme finir. ferme le micro pendant que je parle, c'est encore mieux. Donc, quand je parle des priorités, dans le cas d'un pays comme le Mali, on va dire qu'il y a les attaques terroristes. Donc, la souveraineté sur le plan militaire, en tout cas sur le plan de la sécurité et de la défense, c'est une priorité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali va chercher à signer des accords de partenariat militaire avec des puissances pour que ces soldats ne s'entraînent plus avec les bâtons comme avant. Ils auront de quoi, ils auront un arsenal assez fourni pour lutter contre les attaques terroristes. Donc, ça pourra permettre à sécuriser l'ensemble du territoire. Mais ça aussi, il y a une courbe prévisionnelle qui est tracée. On se dit, OK, bon, c'est vrai que l'ennemi, c'est un ennemi qui n'est pas vraiment identifié, parce que c'est encore plus facile quand tu sais que je suis en train de lutter contre le Niger, et tu sais comment tu vas faire pour lutter contre le Niger. Mais quand tu luttes contre des gens que tu ne connais même pas, qui dorment même peut-être sur le même lit avec toi tous les jours, c'est un peu compliqué. Mais on se donne quand même on trace quand même une courbe. Et on regarde cette courbe-là, si on progresse ou pas. Donc, si on avait dit que si 20% du territoire était occupé par les rebelles ou les terroristes ou je ne sais pas quoi que ce soit, on se dit que avec le recrutement, les formations, l'arsenal qu'on a maintenant et tout ça, tout l'équipement militaire qu'on a, la logistique que nous avons maintenant, ça peut nous permettre en 3 ans de récupérer ne serait-ce que le quart des 20% qui étaient occupés. Et on va se dire que dans 5 ans, on aura récupéré peut-être 10%, il va nous rester un autre 10%, mais quand même, on pourra faire un bilan, présenter à la population que, regardez, nous avons fait un grand progrès. Là, c'est convaincant. En dehors de ça, l'autre priorité, c'est quoi? C'est l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Parce que les soldats qui vont en guerre, là, il faut qu'ils mangent. Les gens qui vont soutenir la révolution, il faut qu'ils mangent. Parce que s'ils ne mangent pas, ce sera facile que l'ennemi recrute dans votre camp pour former beaucoup plus de terroristes. Parce que c'est ça aussi qui fait que cette histoire ne s'arrête pas. Parce qu'il y a souvent des gens qui sont lésés, qui sont comme négligés dans des régions repoussées. Et on se contente de voir ce qui se passe, de regarder ce qui se passe à Bamako, alors que de l'autre côté là-bas, les gens souffrent. Et c'est comme ça que le recrutement devient facile là-bas, parce qu'on vient les présenter, on vient leur dire que, OK, vous voyez, l'État ne s'occupe pas de vous, on leur donne quelques billets, on leur donne quelques vêtements, quelques ceci, et on les recrute. Donc, quand on met sur pied un plan pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, on se dit, on va le faire ça va arriver peut-être dans 4 ans. Mais nous sommes aujourd'hui en 2026, donc on peut dire que à la 5e année, on était capable de faire un bilan et dire que, OK, nous avons atteint au moins 80% de ce qu'on cherchait. Par exemple, si on consomme beaucoup plus le riz au Mali, je prends un exemple comme ça bête, et que le Mali a besoin de 100 tonnes de riz par an pour se nourrir, il faudrait qu'en 5 ans, qu'on ait atteint au moins les 80% de la consommation locale. Donc, 80 tonnes. Maintenant, l'autre priorité, c'est l'éducation. Parce que pour que la révolution réussisse, et parce qu'elle doit perdurer, c'est quelque chose qui commence et dure. Comment je vais appeler ça? On la projette à des décennies. Le Cuba jusqu'à aujourd'hui continue ce qu'ils avaient commencé.
quand ils étaient encore à la moitié du XXe siècle. Hein. Aujourd'hui, la Corée continue. Le Venezuela continuait jusqu'à ce que Donald Trump vienne faire ce qu'il a fait dernièrement. Voilà les pays, les révolutions, par exemple. La Chine entamait sa révolution au même moment que le Cameroun prenait son indépendance. Mais la Chine, aujourd'hui, tu sais où se trouve la Chine? La Russie, elle était en révolution. Elle n'a pas arrêté sa révolution. Elle est devenue une grande puissance. Mais ça leur a pris beaucoup de temps. C'est comme ça qu'on se projette. Et ça, la base de ça, c'est l'éducation. Parce que si vous ne donnez pas une base idéologique à la classe ouvrière, mais elle va se baser sur quoi pour mener son combat? Cette classe-là se basera sur quoi pour mener son combat? En Iran, les gens qui sont prêts à mourir pour protéger leur pays, là, ils sont prêts à se sacrifier. Pourquoi? Parce que le clergé, hein, les mollahs leur ont fait comprendre que c'est Allah. Donc, on leur a vendu les valeurs islamiques. C'est pour ça qu'ils sont prêts à se tuer. Mais ça, c'est leur idéologie. Comme les capitalistes ont le capitalisme pour idéologie. Mais ce capitalisme-là est soutenu par quoi? Par la chrétienté. Et nourri par l'impérialisme. Et la chrétienté aussi participe. En tout cas, c'est une branche de l'impérialisme. Quand ils viennent chez nous là, avec la chrétienté, avec les églises là, tout ça c'est pour nourrir le capitalisme. Hein. C'est un stade avancé. Donc pour eux c'est une idéologie. Donc il doit avoir quelque chose d'original, quelque chose qui est propre à nous, qui correspond à notre propre paradigme, qui servira de base. Mais si après 6 ans, vous n'avez même pas commencé à rectifier quelque chose sur l'éducation coloniale qui vous avait été servie, mais comment vous pensez qu'après vous, il y aura la relève? Il y aura jamais. On va se retrouver avec les mêmes histoires que les Modibo Keïta avaient fait, on les a renversés, et puis on s'est retrouvé avec les gens qui tergiversent, et ainsi de suite. Oui. Kolo, si tu me permets, franchement, j'ai écouté. Je suis tout à fait d'accord. Mais Kolo, je te rappelle une chose. Tu sais, pour moi, quand on dit changer l'éducation, c'est là sous-entend que on a changé radicalement le programme pour aller sur de nouvelles bases, Kolo. Tu vois, Kolo, tu sais que moi, ce que j'ai pas entendu depuis fort longtemps, et en 2013, quand la guerre s'est abattue au Mali, effectivement, il y avait des enfants qui partaient à l'école. De 2013 à 2026, les enfants qui avaient 7 ans à l'époque, aujourd'hui, ils auront quel âge? 20 ans, 18 ans, tu vois? Donc, eux, là, quel serait leur sort, leur avenir? Est-ce que nous avons créé des centres de formation et justement pour que dans les années à venir, ils vont pas, ils seront pas des enfants, comment dire, ils seront pas des adultes sans emploi, tu vois, sans métier et tout ça là. Kolo, tu sais, moi je te dis une chose, le défi est énorme. Et c'est pour ça que j'ai dit tout le temps qu'il faut qu'ils bouclent d'abord le pays. C'est-à-dire, on encadre bien le pays. Après, nous mettrons Baga, excuse-moi, je peux couper. Non. Tu fais partie des laisse-moi chuter ça. Non, attends, ne me perds pas le temps. Tu fais partie des Africains qui n'ont que pour seule arme la propagande. Parce que ce que tu fais, ça m'aide à quoi? Non, laisse-moi te poser une question. Oui, D'où sort Ibrahim Traoré? Je vais arriver à ma destination très bientôt là. Réponds à ma question. D'où sort Ibrahim Traoré? Bon, c'est par la suite d'une révolution populaire qui fait que Ibrahim Traoré est arrivé là où il est, tu vois. Ce n'est pas vrai ce que tu viens de répondre. Ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai, Komakolo. Voilà pourquoi j'ai dit que vous C'est êtes pas vrai, limité. Komakolo. C'est faux, parce que vous êtes limité dans ce genre de réflexion-là. Ibrahim Traoré ne sort pas d'une révolution populaire qui l'a amené au pouvoir. Ce n'est pas ça. C'est faux. Ibrahim Traoré. Mais c'est ça, c'est le peuple qui est sorti pour demander la démission d'un président. C'est faux. Ibrahim Traoré est le produit d'une révolution qui a eu lieu au Burkina Faso en 1983, portée par Thomas Sankara. Il est le produit de cette révolution-là. Tu comprends? Quand Thomas Sankara mourait... C'est pareil ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que tu as dit. Quand Thomas Sankara mourait en 1987, Ibrahim Traoré devait voir le monde quelques mois plus tard. Donc quand il va voir le monde quelques mois plus tard... Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. L'éducation qu'il va recevoir... Ouais, je vois. C'est une éducation qui a été instaurée par la révolution sankariste. Même si au niveau des institutions, Blaise Compaoré va essayer de torpiller les choses, mais au sein de la famille, l'éducation sera différente. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara, en 4 ans, a laissé un héritage. C'est ça la base dont je parle. C'est cette base-là dont je parle depuis. Voilà pourquoi les Burkinabés ont été capables... Laisse-moi finir. Voilà pourquoi les Burkinabés ont été capables en 2014 de dire mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes où là? Que trop, c'est trop. Et ça, c'est en 2014 qu'Ibrahim Traoré est devenu président. Mais c'est bien en 2014 qu'il y a eu la révolution au Burkina Faso, non? Exactement. Voilà. Non, Kolo, j'ai compris ce que tu veux me faire savoir. Hein. Pardon, je ne fais pas partie des femmes. Je ne suis pas... C'est là tu peux intervenir à tout moment. Tu connais Baga. Ah oui. Il va tout faire pour protéger son leader sans vouloir qu'on remette quoi que ce soit en question. Parce que c'est ça votre truc. Et c'est pour ça que vous suivez les fétiches de guerre. Alors, moi je disais, c'est bien dommage de penser que ce sont nos dirigeants qui vont tout faire et de se contenter de venir vivre en Occident et attendre que tout soit fait sans qu'on ne puisse contribuer. Oui, c'est bien beau de dire oui, le Mali c'est compliqué, machin et tout, mais ces dirigeants-là ne peuvent rien faire, tout seuls en fait. Parce que, comme tu hiérarchisais effectivement les priorités, aujourd'hui la priorité c'est la sécurité territoriale, la priorité justement c'est justement parler de sécurité territoriale. Autosuffisance alimentaire, oui, vas-y. Autosuffisance alimentaire avec aussi. Donc, si nous, diaspora, on nous tend une perche, du moins pour ces pays de l'AES-là, qui sont ouverts à notre idéologie commune qu'on partage, mais en fait, on doit partir et mettre notre pierre à l'édifice dans ce grand projet, ce grand rêve qui est en train de se construire dans les pays de l'AES. C'est dommage que de dire ici que oui, tu sais, le Mali c'est compliqué, machin, parce que oui, il y a encore certaines coupures d'électricité, il y a machin. Mais les Français, ils ont eu leur révolution. Hein. Quand ils ont eu leur révolution, ils ont construit leur pays. Hein. Beaucoup sont partis, il y avait des pieds noirs, je crois que c'était en Algérie, qui sont rentrés construire leur pays. Hein. Ils n'ont pas attendu que tout soit fait, que tout soit beau, pour venir plus tard revendiquer. Parce que c'est ça, en fait. On passe le temps à taper sur les racistes en disant les racistes. Oui, on a certainement participé à une guerre. On est venu les aider dans une guerre et tout le reste. Mais je suis désolée, c'était pas les premières guerres que les Français ont remportées. Les Français, déjà, pour s'appeler Français, ont dû se battre avec les Romains, tout seuls, les Francs à l'époque. Ils se sont battus tout seuls, ils ont construit leur pays tout seuls. Donc, si aujourd'hui ils sont nationalistes et qu'on les taxe d'être racistes, c'est légitime. Maintenant, c'est à nous aussi de ne pas nous accrocher au tout fait de la France. On est bien d'accord, hein. Moi je viens pas soutenir la France, on est bien d'accord qu'ils s'enrichissent sous nos dos. Mais nous aussi, on doit se battre pour arracher nos richesses qui sont dans leurs mains.
Et ça passe par l'éducation de la jeunesse. Si les dirigeants sont axés actuellement sur l'autosuffisance alimentaire et la sécurité territoriale de nos pays, ben nous, on peut se dire, ben on va ouvrir dans nos pays des petits centres de formation, des écoles et tout le reste, où on peut infiltrer des programmes. Parfois, on n'a pas la possibilité de refaire le programme. J'ai vu la vidéo la dernière fois d'un Congolais qui enseigne, un prof de musique congolais qui enseigne ici, mais qui enseigne Lingala à des petits Français. Il faut voir comment les petits Français dansent. C'est comme ça, c'est-à-dire que tu te dis, je vais ouvrir un petit centre 2, je vais ouvrir un petit truc 2, et la petite couche d'élèves que tu auras, tu leur inculques cette idéologie-là et ces valeurs. On doit tous mettre la pierre à l'édifice et ne pas tout attendre de ces dirigeants. Et je pense que c'est le modèle justement des Chinois. Chaque Chinois contribue, chaque Russe contribue. Mais on ne peut pas tout attendre des dirigeants qui sont asphyxiés, qui se font asphyxier, qui se font harceler par les impérialistes. Et nous, on est là juste comme des assistants. Je trouve ça bien dommage, en fait. Merci. Kolo, ce que la dame vient de dire là, madame, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu sais que tout commence d'abord par une formation, par l'éducation. On est tous d'accord par là. Et Kolo, moi je vais vous laisser puisque là je suis arrivé à ma destination. Je te reviendrai cet après-midi si tu es encore là. Ok? Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Baga. Toi, tu vas pas changer. Comment quelqu'un peut venir dire que non, le Mali c'est compliqué, mais c'est compliqué partout. Mais au moins au Mali on a une perche, c'est-à-dire que c'est des souverainistes assoiffés de liberté. Tu penses que on peut aller tenir le même discours au Gabon ou bien au Cameroun sans s'inquiéter de rien du tout? On ne peut pas. On est tous obligés d'aspirer à aller vivre dans les pays de l'AES parce que ce sont les seuls pays qui répondent à nos attentes. Donc, si tout n'est pas fait, il faut qu'on pense à aider, en fait. Si tout n'est pas fait, il faut bien qu'on y réfléchisse. Tu te dis, tu fais partie de la diaspora, tu te dis, bah, il faut que je rentre au pays parce que voilà, j'en ai marre et tout le reste. Il faut que je rentre parce que quand on a un certain âge, on n'est pas tout jeune, hein. Enfin, je parle peut-être pour moi, mais quand tu penses, tu te dis, bah, vieillir ici, en diaspora, avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans en diaspora, pour moi, peu importe le chiffre que tu as dans ton compte en banque, je considère ça comme un échec quand même, hein. C'est mon point de vue à moi. Il faut rentrer. Il n'est jamais trop tard. Peu importe ton âge, il faut rentrer. Que ce soit fait ou pas fait, tu t'organises à apporter ta petite pierre à l'édifice. Il faut qu'on pense à laisser nos noms. Il faut qu'on pense à laisser nos noms dans cette contribution, dans cette reconstruction qui est en train de se faire dans les pays de l'AES. On s'en fout d'où tu viennes, en fait. Moi, aujourd'hui, je ne me vois pas aller m'installer au Gabon. Alors là, c'est pas possible. Sinon, on me tue vite fait et ça n'aura servi à rien. Sinon, on m'enferme et puis c'est pas comme ça que j'ai envie de laisser mon nom parce que de toutes les façons, même si on t'enferme pour des bonnes causes, personne ne reconnaîtra jamais. Combien sont enfermés dans les prisons d'Afrique centrale pour les mêmes causes, pour les mêmes aspirations là de souveraineté et tout le reste. Mais est-ce que leur nom sera gravé? Pourquoi? Parce que tout simplement, les jeunes ne mesurent pas la dimension sacrificielle de ces gens-là. On n'est pas conscient. On vient des zones géographiques en Afrique, de l'Afrique centrale, c'est la boue, c'est quelque chose, c'est juste terrible. Tu te demandes comment les gens réfléchissent dans ces zones d'Afrique. Donc mieux, on va là où, dans les pays qui respectent notre idéologie, qui respectent nos aspirations et qui sont prêts à nous couvrir. À nous couvrir. Donc, on doit participer. Et ne pas se contenter de dire que, oui, ce n'est pas bon. Qui va faire pour vous? Vous pensez que ce sont ces mêmes Occidentaux, pendant que vous vous accrochez dans leur pays? Bah, eux, ils partent. Ils vont chez nous. Ils vont investir chez nous. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le même engrenage où, même chez nous, on n'aura plus de place.
on n'aura plus de place parce qu'à un moment donné, jusqu'à preuve de contraire, ces pays ont besoin d'investisseurs. Ils ont besoin d'investisseurs. Et généralement, ceux qui ont l'argent là, ce sont les mêmes blancs là. Ce sont ceux qui vont investir. Ils vont pas se permettre de chasser tout le temps les blancs parce qu'ils ont aussi besoin de faire développer ces pays-là. Donc, c'est à nous de nous organiser, diaspora, pour rentrer et investir dans nos pays. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'eau, vous êtes habitués à être dans les pays où on vous donne l'eau, tout. Mais c'est à vous d'aller aussi instaurer ça, en fait, dans ces pays-là. C'est à nous de le faire. Je ne sais pas si tu en penses, plutôt Colo. Oui. C'est pourquoi lui et moi, on a un problème. C'est vrai que je le connais depuis 2020, parce que depuis quand la révolution avait commencé au Mali, là, nous, bon, c'est moi qui parlais beaucoup plus de leur révolution, qui leur disait quoi faire. Ils étaient remplis ici chez moi. Et c'est depuis ce temps-là que je le connais, mais il n'a pas, malgré tout ce que je leur avais appris, ils n'ont pas beaucoup progressé, surtout lui. Donc, d'abord, il s'est retrouvé chez les fétiches de guerre, donc je comprends que son cerveau ne pouvait que subir des traumas, je sais pas. Mais après, je constate, avec beaucoup de tristesse d'ailleurs, que le niveau d'éveil, voilà, je vais employer ça, le niveau d'éveil des Maliens est un peu régressif comparé à celui des Burkinabés, hein. Oui. Tu n'as pas tort. C'est une bonne chose. Les Maliens ont l'impression qu'ils sont pas très dynamiques, ils sont pas très, ça s'endort un peu, ils sont sceptiques, ils sont plutôt sceptiques, parce que je suis sûre que si on avait la population sénégalaise là, au Mali, ça devait être autre chose, hein. C'est une bonne remarque. Le truc, c'est quoi? C'est que j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas exigeants et ils ne sont pas tous prêts à, comment je vais dire, à mettre la main dans la pâte. Ils sont pas tous prêts et ils sont sceptiques. Parce que la différence avec le Burkinabé, c'est que le Burkinabé d'abord embrasse la révolution complètement. Donc il se dit pour que ça réussisse, c'est moi d'abord. C'est moi. Et on reste patient. Donc ça fait qu'il ne fait pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Et ce que je constate, parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire. Et il sait qu'il ne le fait pas pour lui, il sait qu'il le fait pour des générations à venir. Donc pour ses enfants ou ses petits-enfants. Je trouve les Burkinabés plus patients. Ils ont mesuré la dimension de cette guerre-là, de cette idéologie, de cette bataille. Ce qui n'est pas le cas pour certains Maliens. Les Maliens, plutôt, je pense que eux, ils sont un peu comme les gens de l'Afrique centrale, où ils attendent les voilà, ils attendent les bâtiments, ils attendent un développement industriel et pas ce développement révolutionnel, donc je vais dire l'intellectualisme, et où ils contribuent. Ils n'ont pas envie de participer. J'ai l'impression qu'ils ne contribuent pas idéologiquement à tout ce qui est en train de se faire au Mali. Ils sont une poignée de main, hein, parce qu'en même temps, je suis désolée, on a pas mal de Maliens qui sont contre Assimi Goïta d'un jour. De plus en plus, il y a plusieurs opposants. Hein. Ils étaient comme ça au départ. Il nous a fallu beaucoup de travail pour les convaincre. Mais voilà, justement, quand vous les avez convaincus, là, ils sont venus avec beaucoup de scepticité. Hein. Ils sont sceptiques. Hein. Oui. À l'époque, les Bram Dakan et autres là, que vous écoutez là, ils étaient prêts à descendre au Mali avec la légion étrangère française pour non. Oui, c'est pas la blague. Pour faire sauter Assimi Goïta. C'est pas la blague. Il a fallu beaucoup de combats. Moi, principalement, les Maliens savent. Moi, principalement, j'ai fait beaucoup de travail pour que Bram Dakam devienne ce qu'il était devenu.
ce qu'il est devenu. Après, je te dis qu'ils sont toujours sceptiques parce que la dernière fois, j'écoutais un peu Braham, là, qui disait, oui, Assimi, tu dors trop, débarrasse-toi des ministres qui foutent le bordel, qui détournent l'argent, qui sont incapables. Il y a des choses en interne qui se passent, en fait. Il y a des choses en interne qui se passent dont on n'est pas essentiellement au courant. Soit, je sais pas, je vais pas me prononcer, mais une chose est sûre, c'est que les Maliens, ils sont pas du tout, j'ai tout cassé. Excuse-moi, je suis en train de m'apprêter pour partir. Non, le truc avec, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'ils n'ont pas la même culture que les Burkinabés, parce que les Burkinabés ils ont bénéficié d'un héritage. Il y avait les bases qui avaient été fixées par Thomas Sankara, dont Ibrahim Traoré est venu. Il n'a pas voulu inventer quelque chose. Il a juste continué un travail qui avait été mis en pause. Et du coup, c'est effectivement la chance qu'ils avaient, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des jeunes premières révolutions. Ils ont baigné dedans, donc ils connaissent, ils mesurent un peu les enjeux et tout le reste. Ouais. ils veulent plus tomber dans les mêmes erreurs des années 80. Quand ils avaient eu la chance d'avoir Thomas Sankara, ils l'ont laissé mourir et ainsi de suite, tu vois. Il se dit cette fois-ci, au lieu de nous prendre notre Ibrahim Traoré, mieux vous nous prenez, vous allez seulement tous nous tuer avant de l'atteindre. Donc, ils sont vraiment concentrés autour de la volonté de s'en sortir. Or, de l'autre côté, les gens sont un peu genre, ok, Assimi Goïta, le général Assimi Goïta. Ils hésitent, ils font pas confiance, ils sont pas prêts, ils sont pas éduqués. Ils sont pas éduqués à cette idéologie-là. Donc, oui, ils sont là que donc il est fort, il a chassé la France, il va développer le pays, il ne se pose pas la question de savoir, il va faire comment. Ils attendent les infrastructures, non? Ils attendent des infrastructures. Et ils vont aller rester chez les gens qui vont leur raconter que vous savez, le Mali est le troisième pays producteur d'or en Afrique. Donc, comme Assimi Goïta a chassé les Français, le Mali maintenant va exploiter 100 000 tonnes d'or multiplié par 400 $ l'once d'or, dont le Mali aura 150 milliards chaque mois, dont les Maliens seront riches. Donc, c'est ça. C'est dangereux d'avoir ce discours. Pourquoi? C'est dangereux d'avoir ce discours. Pourquoi? Parce que ils vont tout fixer sur l'argent. C'est le discours qu'on leur a vendu depuis. C'est pour ça que le Mali a l'argent, mais le Mali ne fait rien. Pourquoi, avec tout l'argent qu'on a, on ne construit pas encore? Pourquoi, avec tout l'argent qu'on a, c'est bien beau de les informer sur les capitaux, sur les richesses du Mali, mais il faut aussi leur dire que la priorité n'est pas l'industrialisation, hein. La priorité n'est pas à avoir le train de vie que vous avez en Occident pour qu'on puisse le refléter, dans nos pays, hein. Non, si ce n'est que les gratte-ciel là que vous attendez, ça veut dire que vous êtes très loin de comprendre cette révolution. Parce qu'au-delà, même, c'est compliqué, hein. Parce que même le Niger, je trouve pas le Niger aussi sceptique que les Maliens. Et pourtant, on dit oui, ils ne sont pas très instruits, ils ne sont pas cultivés, oui, machin, mais je trouve qu'ils sont très déterminés, le Niger. S'il faut mettre de côté le Burkina Faso qui a cette fibre révolutionnaire en eux, qui a été impulsée par Thomas Sankara. Mais quand dira-t-on du Niger qui n'a pas eu la même chance que les Burkinabés? Mais j'ai du mal à comprendre les Maliens en fait. C'est la raison pour laquelle je disais, si on avait le même peuple là, les Sénégalais à la place de Maliens, si Assimi Goïta était Sénégalais et qu'il avait fait ça au Sénégal, oh là là, purée, on parlerait d'autre chose aujourd'hui. Quand on parle d'instruction là, c'est quel genre d'instruction? Est-ce que être instruit, c'est apprendre l'occidentalisation, non? C'est avoir une licence en lettres, c'est avoir, je sais pas.
tous vos diplômes des universités coloniales, là, est-ce que c'est ça? C'est ça, être instruit? Non, moi, je pense pas. C'est pour ça que les pays d'Afrique centrale ne bougent pas. Parce qu'on est trop coincé dans les faits que nous sommes instruits, nous parlons beaucoup français, nous faisons tout un tas de conneries qui n'aident pas la société. De l'autre côté, ils ont même beaucoup plus de chances de réussir parce qu'ils ne sont pas coincés dans ce, comment je vais appeler ça, dans ce système. Dans cette construction, ouais, qu'on vient mettre en avant ici, là. Ben, c'est comme ça que les gens insultent le Niger. Non? Oui, les Ivoiriens, oui, vous n'êtes pas instruits, oui, ils sont analphabètes et tout le reste. Mais ce sont ces mêmes analphabètes-là qui arrivent, qui parviennent à atteindre des sommets que vous n'avez jamais aspiré ou où vous avez échoué en 2009. C'est en 2009, donc... Comment est-ce qu'on peut d'abord traiter un citoyen d'analphabète parce qu'il ne parle pas la langue d'autrui? Est-ce que ça a même un sens? Non, mais c'est de l'ignorance pure et simple, parce qu'on n'est pas... Je suis désolée, les Africains parlent plus de langues que plusieurs Français, parce qu'on a nos langues d'origine, on a nos langues autochtones déjà, et en plus, d'autres viennent ajouter à cela plusieurs autres langues occidentales, donc le français, l'anglais, il y a même le mandarin avec qui s'ajoute. Donc, on peut pas se permettre de dire qu'on est analphabète. On est même plus instruit. C'est juste que nos langues ne sont pas validées académiquement. C'est tout. Okay. Ils parlent plusieurs langues parce qu'eux, ils ne sont pas capables de parler nos langues. Hein. Eux-mêmes, là, ils ont tout perdu. Hein. Les Français ont tout perdu. Ils avaient leur patois à eux. Est-ce qu'aujourd'hui, ils parlent encore leur patois? Non. Ils sont réduits à parler que le français, qui est un dérivé du latin, alors que nous, on se bat pour garder nos langues. Même quand on dit que oui, il nous faut une langue commune, là. Avoir une langue commune, c'est tendre la perche à ce qu'on perde justement nos langues autochtones. Hein. C'est ça le risque avec la langue commune. Mais on ne se rend pas compte encore aujourd'hui parce qu'on n'essaie pas de faire une étude sociologique de ceux qui avaient des langues autochtones autrefois et qu'est-ce qu'est devenu leur patois d'origine. Parce qu'après, les générations futures regardent aujourd'hui combien de jeunes, moi je me souviens, excuse-moi de la parallèle, je me suis retrouvée dans un deuil là ici, avec des petites cousines là, je suis arrivée, je commençais à dire bonjour en langue là, de chez nous du sud là-bas, la petite m'a recalé devant tous les jours, tout le monde, tu ne me parles pas en Ndébi. Moi, je parle pas le Ndébi, donc tu me parles pas cette langue. J'ai dit pardon. Elle m'a recalé devant tout le monde. Si tu veux me parler, tu me parles en français. J'ai dit, ben dis donc, ok, je suis désolée. J'ai compris, je te parle en français. Mais ça met une barrière. Alors que quand on te parle en langue, il y a plus de familiarité. C'est-à-dire, pour une fois que tu te retrouves dans un milieu où tu es avec ta famille, vous avez la possibilité de changer en langue, de valoriser votre langue. Non, c'est une petite de chez moi, une petite Gabonaise qui me dit, tu me parles pas en langue, tu me parles pas le Nzédi, je parle pas ça, moi ça ne m'intéresse pas. J'avais limite la larme prête à couler, mais il y avait trop de monde, je me suis retenue, je l'ai ravalé. Tu te rends compte le niveau d'aliénation? On est malade. Donc, ça veut dire que quand on est là pour revendiquer, parce que quand on fait des panels, et on dit il nous faut une langue, une langue commune et tout le reste, c'est bien, c'est pour nous. Mais les générations futures, est-ce que eux ils sauront parler nos langues traditionnelles, nos langues à nous, nos langues autochtones, ils sauront le faire? Parce que de toutes les façons, on va leur enseigner, même si on parle du Swahili et tout le reste, c'est très bien. Mais il y a plusieurs autres langues aussi il va falloir mettre en avant. Est-ce que les autres générations, nos enfants là, qui baignent et qui sont biberonnés à l'IA, l'intelligence artificielle, s'en sortiront? Quand on sait que c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. J'ai interdit l'intelligence artificielle chez moi. Colonel, elle est dormie, je ne sais pas quelle heure il est au Canada. Oui. Non, moi je suis au travail, je suis au boulot, on ne peut même pas aller dormir. Ah, d'accord.
C'est que quand j'écoute patiemment, c'est comme ça. En gros, voilà quoi. Et l'occidentalisation nous détruit. Hein. On se bat, mais c'est dur. Hein. C'est dur de s'en remettre. Dans tous les cas, si moi, un enfant me dit de ne pas lui parler en langue d'origine et lui parler plutôt en français, ça va dépendre si c'est moi qui voulais une information ou si c'est lui qui devait bénéficier de quelque chose venant de moi. Ça va dépendre. Si c'est que je suis en train de chercher une information, je vais me plier, je vais parler le français. Mais si je n'ai pas intérêt à parler français, je ne parlerai pas français, je vais lui dire de me foutre le camp. Clair et net. Ça, c'est clair. Mais sauf que, non, c'est moi qui arrivais, c'est moi qui étais l'invité, et donc, ils étaient chez eux, donc, je me plie. Je me suis pliée, je suis allée me mettre à ma place. Déjà, c'était irrespectueux, mais irrespectueux. Ma fille, si c'était ma fille, j'aurais jamais déjà permis qu'elle s'adresse comme ça à une grande personne, jamais. Mais comme les gens, ici, quand ils arrivent en France, l'éducation, les valeurs, tout ça, ils n'en font qu'une bouchée, quoi. À quel moment, quelqu'un qui t'a vu, tout bébé, tu as grandi, ça fait plaisir et tout. Tu dis ça en langue, la personne c'était... Après, je continuais à parler avec ceux qui parlaient la langue. Elle s'est sentie un peu bête. Après, la raison, c'était oui, on ne nous a pas parlé la langue à la maison. Maman ne nous parlait pas la langue. Oui, mais là, sauf que je te tends une perche, c'était une opportunité de connaître au moins un mot. L'éducation, à l'époque, autrefois, ce n'était pas seulement, ce n'était pas la charge des parents. Moi, je n'ai pas appris à parler la langue avec mon père, hein, en tout cas. C'est au village. C'est avec ceux qui savaient parler. Et je ne parle pas correctement la langue. Mais je me force de toujours l'employer quand je suis avec mes parents. Je me force parce que je me dis que c'est en parlant n'importe comment, avec mes fautes, qu'on va me corriger pour mieux parler. Mais je ne viens pas me braquer parce qu'on me parle en langue. C'est dommage. Ok. Avant que tu ne partes, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des accords de santé contre minerais critiques et partage de données sanitaires signés entre les pays de l'AES et les États-Unis? Je reviens tout de suite. Hein. Je vais vite déposer le gamin et puis moi, je continue à me préparer avant de partir. J'arrive. Hein. Je suis un peu en retard. On y va. Nord, c'est quoi? Quelqu'un t'a effrayé sur TikTok, Nord. Ça fait longtemps que soit tu es comment je vais dire, invisible, ou